Bonjour et bienvenue dans Relire. Relire, le moment où je prends un livre dans ma bibliothèque et où je le relis bien des années après ma première lecture. Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq. On va entrer dès aujourd'hui dans le dernier chapitre. On va faire peut-être durer le plaisir. Ce dernier chapitre, les instances secrètes de la ville, est un chapitre qui fait environ 50 pages, donc si je veux le lire à haute voix en faisant en plus quelques commentaires, il me faudra pas mal de temps, donc on va prendre 2 ou 3 vidéos pour lire ce chapitre-là. Et pour faire durer le plaisir, on passera évidemment à d'autres plaisirs ensuite, mais savourons encore cette prose de Julien Gracq, si bien tournée et qui nous tourne la tête aussi un peu. Les instances secrètes de la ville. J'arrivai à Orsena par une fin de soirée maussade. Les chaos des routes détrempées m'avaient mis de mauvaise humeur. Le délabrement et la solitude de ces étendues vides que la voiture avait traversées de jour cette fois pendant des heures m'emplissaient de mauvais pressentiments. Au moment où Orsena peut-être approchait de son heure, dans la grisaille pluvieuse de ces routes désertes, dans l'aspect des bergeries chétives et croulantes qui s'abritaient dans les creux de terrain, il me semblait que je pouvais lire combien elle était démunie et faible, comme si j'avais senti passer sur elle, avec le vent qui balayait ses steppes grelottantes, l'aile même de la destruction. On eût dit que mon regard même avait changé. Ce qui le frappait maintenant à travers ces paysages, ce n'était plus partout les griffes immobiles de la ville. Et le mot « ville », il est avec majuscule ici, c'est la ville. D'ailleurs, le mot « destruction », juste avant, était aussi avec une majuscule. Les griffes immobiles de la ville, lourdement agrippées dans la terre molle, et partout un effacement si patient de l'accidentel et de l'illusoire, qu'on eût dit que la face usée de la terre laissait transparaître ici comme une pensée d'éternité. Elle devient un peu abstraite, cette ville, et tout d'un coup, c'est la destruction, c'est une pensée d'éternité. Mais qu'est-ce que c'est qu'une pensée d'éternité? C'est extrêmement vague, et c'est non pas une pensée d'éternité, mais c'est comme une pensée d'éternité. Alors, de quoi s'agit-il? Continuons la lecture. Cette terre, aujourd'hui, s'amenuisait peureusement, sous le ciel chargé de mauvais nuages. On eût dit que, soudain, il avait pris toute la place et que la vie prostrée de ses solitudes, ensevelie dans sa trop longue mémoire, tournait enfin, la curiosité endormie de son regard vide, vers ces formes échevelées. On voit, c'est des formes, exactement quelles formes? Ça reste, là encore, flou. Ces présages qui couraient avec elle, ou qui couraient plutôt sur elle avec le vent. De petits groupes stationnaient parfois auprès des misérables maisons de poste où nous nous arrêtions pour charger le courrier. Perdus dans la rumination inerte des bergers, des steppes, peut-être avaient-ils passé la nuit là, drapés dans les lourdes couvertures qui leur servaient de manteau, immobiles comme des statues sous l'averse ruisselante. Ils ne parlaient pas, ne regardaient pas. Un mince filet d'eau coulait de leur chapeau sur leur nez comme sur le marbre d'une fontaine. Des espèces de fantômes qu'on a ici. Seulement, lorsque la voiture lentement s'ébranlait, ils tournaient sans hâte dans notre direction, leurs prunelles inoccupées.
à la boue qui les couvrait jusqu'au visage, on devinait que certains étaient venus de très loin jusqu'à la route, et leurs factions muettes, pendant qu'on s'affairait autour de la voiture, me mettaient mal à l'aise. On sentait que la contrée entière était sourdement aux aguets derrière ses prunelles fixes. Ce ne sont pas tout à fait des fantômes. On est quand même aux aguets. « Que font-ils là ?» demandai-je une fois à l'un des chefs de poste, presque aussi crotté qu'eux, pendant qu'on chargeait les sacs. Le chef de poste haussa les épaules d'un air excédé. « Oh, des bruits, des sottises !» ajouta-t-il en élevant la voix, les mains sur les hanches et en toisant le groupe d'un air courroucé. C'est quelquefois bien difficile d'imaginer ce qui se passe dans ces pauvres têtes, me glissa-t-il dans l'oreille d'un ton de confidence. Ils vivent si isolés par ici. Tels que vous les voyez, les gaillards attendent la fin du monde. S'il vous plaît, ou c'est tout comme. Ah, l'ouvrage ne leur démange pas les mains, on peut le dire. Ils ont vu des signes dans la lune, croiriez-vous ? N'est-ce pas, Fausto ? Il tapotait à petits coups l'épaule d'un des bergers en clignant de mon côté un œil compatissant. Le berger secoua la tête avec gravité. « Oui, des signes. » fit-il d'une voix de serrure rouillée. C'est drôle cette idée d'une voix de serrure rouillée. Je ne saurais pas vous imiter le son de la serrure rouillée dans la voix. Oui, des signes. Bon, peut-être pas ça. Des mauvais signes. La mort. Reprit-il en hochant la tête avec un chantonnement sénile dans la voix plus haute. La mort dans la flamme qui vient... Oula, je reviens, parce qu'en plus c'est un passage en italique, donc il est important. La mort dans la flamme qui viendra sur l'eau. Ils ont assigné Orsena dans 7 fois 7 jours. Là, on voit ces espèces de prophéties qu'on a déjà eues, une mystique, quelque chose de l'ordre du religieux qui annonce que quelque chose viendra, une forme d'apocalypse peut-être, ou quelque chose, c'est 7 fois 7 jours. Et ça continue d'ailleurs. Allez, décampez d'ici, vaut rien, hurla le chef de poste hors de lui. Il commença à leur jeter des pierres. D'un pied traînant, comme si seulement il s'était mis à pleuvoir un peu plus fort, le groupe s'éloigna de quelques pas, s'immobilisa de nouveau dans son attente abrutie. On ne peut pas les chasser de la route. Le chef de poste s'essuyait le front, tout rouge. « Vieux corbeau !» leur cria-t-il très en colère. « La mort dans la flamme qui viendra sur l'eau. Il me donne la chair de poule pour finir !» reprit-il soudain mal à l'aise. « Je sais qu'ici il ne se passe rien, il ne passe personne, mais moi-même, il y a des moments où je me mets à fixer le tournant de la route malgré moi. » La voiture démarra. Derrière moi, je vis le chef de poste lancer encore sur eux 2 ou 3 pierres, d'une main molle et comme par habitude. Les houppelande bougèrent à peine, et je compris que le manège ne datait pas d'hier. Celui-là aussi avait trouvé sa drogue. J'arrivai à Orsena tard dans la soirée. Les avenues, sous leurs voûtes d'arbres, paraissaient désertes et frileuses. Il me sembla que la ville se claquemurait plus tôt que de coutume. Dans les quartiers bas, la brume qui se lève de bonne heure des marécages noyait déjà les rues. L'odeur pourrie et familière passa sur mon visage comme le toucher d'une main d'aveugle et me pinça le cœur. J'étais revenu. À peine la voiture eut-elle stoppé devant la maison que mon père et Orlando apparurent derrière la grille, pendant que s'entr'ouvraient dans le voisinage quelques volets. À leur regard aigu et à la fébrilité des mains de mon père, qui tâtonnaient contre la serrure, je compris combien on m'avait attendu avec alarme. Jamais mon père, de mémoire d'homme, n'était venu en personne ouvrir sa porte à un visiteur.
Te voilà, enfin, me dit-il en me serrant les mains avec une émotion dont il n'était pas maître, et il m'entraîna vers la maison à grandes enjambées. D'instinct, Orlando s'était placé derrière nous, intimidé, comme s'il eût cédé le pas à un premier rôle. Et le premier rôle, c'est moi, c'est le narrateur. Je sentais derrière moi son regard peser sur ma nuque, plein de gêne, de respect et de gravité. À mesure que j'approchais de la ville, j'avais appréhendé davantage cette entrevue avec mon père. Connaissant son sang vif et son attachement à la politique d'inertie officielle de la ville, j'avais craint que le vieillard, qui ne pouvait plus rien ignorer de mes écarts de conduite, n'éclatât en reproches furieux. Mes dents s'agaçaient d'avance au pathétique légèrement théâtral qu'il savait mettre dans ses remontrances. Il avait toujours aimé dans ses rapports avec moi, et rien n'avait fait davantage pour effaroucher de ma part toute familiarité, à se mettre en scène. Et c'est à nouveau d'ailleurs en italique. C'est assez intéressant de voir des italiques qui sont tous liés au théâtre. Il y avait premier rôle avant qui était en italique, comme si on jouait un rôle. On n'est peut-être pas dans la parole qui dit directement la réalité, mais qui a besoin de passer par un rôle, par une mise en scène pour pouvoir être dite. Et je sentais bien, ou je sentais trop bien même, je sentais trop bien d'avance tout ce que ce rôle de père, accueillant l'enfant prodigue, pouvait comporter pour lui d'alléchant. J'attendais, les nerfs un peu crispés, un orage qui ne creva pas. Après qu'on m'eut servi un dîner rapide, nous nous assîmes tous trois près du feu. Il se fit un silence un peu grave. Mon père alluma un cigare, signe chez lui auquel je ne m'attendais guère, celui d'une excitation alléchée et à peine contenue, et je remarquai que la vivacité presque gênante de ses yeux bleus le rajeunissait. On eût dit qu'il retenait à chaque instant à grand-peine des gestes brusques et un peu fous, et je sentis que je m'étais trompé sur son impatience. Il était content de me voir. Dans l'œil possessif qu'il promenait sur moi de temps à autre, il y avait une satisfaction savourée, comme si une pièce précieuse de ses collections venait de réintégrer sa vitrine. « Il me semble qu'on parle beaucoup de toi, Aldo, en ce moment, » dit-il enfin, et ses yeux se plissèrent, réprimèrent à grand-peine une jubilation enfantine. Tu as échauffé et non échafaudé. Tu as échauffé ici toutes les têtes un peu romanesques, n'est-ce pas, Orlando ? Dit-il en ôtant son cigare de sa bouche. Ses yeux riaient. Orlando acquiesça avec componction. De la part de mon père, qui pensait pour ainsi dire dans la rue, et dont la belle voix de basse semblait n'avoir été mise au monde que pour donner à la note du jour la sonorité d'un jeu d'orgue, pareil accueil donnait à penser. Je songeais à ce que m'avait dit Vanessa du vent qui soufflait sur la ville. « Que pense-t-on au juste ici de cette affaire » fis-je, d'un ton moins incertain et décidé à entrer dans le jeu. Je fis un soupir destiné à en dire long sur mes nuits blanches. Mon père n'adorait rien tant que d'expliquer aux gens les situations qu'il devait par nature connaître mieux que lui. À l'amirauté, personne n'y voit guère clair. Le vieillard toussa pour s'éclaircir la voix et prit sa pose augurale. Encore un mot en italique. Premier rôle, mise en scène. Note du jour dans la sonorité auparavant, et puis augurale. Là, tout d'un coup, il y a comme une sorte de moment où l'augure va parler, ou va faire son grand air, la sonorité du jeu d'orgue de cette voix de basse qui va tout d'un coup
se mettre enfin à parler. Sa pose augurale, c'est-à-dire que son regard pudiquement dérobé se fixa sur une corniche du plafond avec une expression de pondération et de finesse diplomatique. L'amirauté est un organe d'exécution, laissa-t-il tomber avec un grain d'ironie indulgente qui remettait les choses à leur place, dont personne ne songe à exiger qu'ils pensent. Par ailleurs, depuis qu'ont pris fin de manière officielle mes très modestes fonctions, je ne suis plus dans les secrets de la surveillance. Le ton et l'abréviation exagérément familière laissaient entendre, bien à tort, qu'il n'en était rien. Je ne peux te donner que la réaction indépendante et libre, absolument libre, tu m'entends bien, et qui n'engage personne. Dans sa voix passa la vibration énergique et amère d'un Cincinnatus revenu à sa charrue, d'un esprit un peu rompu aux affaires et qui a navigué à travers bien des remous. Pas très sûr encore de son nouvel auditoire, il se tourna vers Orlando, dont je compris à son air résigné que depuis 8 jours il avait dû jouer plus qu'à son goût pour cette élection. Il avait dû jouer plus qu'à son goût, pour cette éloquence, le rôle de banc d'essai. On voit bien, donc là, il y a eu des répétitions, et là, c'est la première représentation pour le vrai public. Et que va donc dire le père ? Ton ami Orlando, qui sera un jour une des lumières de notre seigneurie, mais qui veut bien puiser encore quelquefois dans l'expérience d'un vieil homme, sait ce que je pense là-dessus. Il y a un juste milieu à prendre entre des écueils où je ne vois pas la seigneurie naviguer sans inquiétude. Oui, Aldo, laissa-t-il échapper dans un mouvement de franchise soucieuse, ce n'est pas aujourd'hui, ou ce n'est pas d'aujourd'hui que je me suis laissé aller à déplorer que des traditions certes respectables n'autorisassent un peu trop souvent la seigneurie à confondre la prudence avec l'inertie. On voit bien qu'on est en train de sortir justement de l'inertie, mais combien de temps on met pour sortir de cette inertie ? On a déjà lu 300 pages du livre ici. Et on en sort à peine une sorte de poids d'engourdissement dont on se dépêtre très 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 lentement. Mais on s'en dépêtre quand même. Mais avec toute l'initiative nuancée de réserve, je ne m'y oppose pas qui convient. Un sang jeune mais expérimenté. Ne nous leurrons pas, la situation est sérieuse sans être grave. Et j'ai peur qu'un personnel formé à des routines d'un autre âge ne soit plus à la hauteur de la tâche que l'heure impose avec une évidence incontestable. Reconsidérer, là il y a des tirets entre chaque syllabe du terme, en italique également, la situation à la lueur d'un fait nouveau. Un seul fait, mais dont, évidemment, Aldo est au cœur. Du reste, comme je l'ai dit plus d'une fois à ton ami Orlando, il était enfantin de s'endormir la tête sous l'aile et de croire que ce fait nouveau consentirait, on ne dit pas ce qui s'est passé exactement, mais on s'est trop approché de l'ennemi qui a répliqué, consentirait à se faire indéfiniment attendre. On n'a pas voulu entendre à temps, continua-t-il avec un rictus sarcastique, le iam proximus ardet ou calegone. J'avais toujours pensé pour ma part qu'on en viendrait là. Il fallait une décision. Elle est là. Et que voit-on ? Il prit un ton avantageux. Une pierre est tombée dans notre jardin, et voilà nos grenouilles coassant comme dans un marécage. Évidemment, l'image des grenouilles qui demandaient un roi, vous voyez, ce genre d'image qui représente le peuple, ou ceux qui grouillent dans les autorités également.
nos grenouilles coassant comme dans un marécage. Où est le savoir afin de prévoir et prévoir afin de pourvoir, règle de toute bonne diplomatie? L'inertie n'aurait-elle pas confiné à la légèreté? Pressentant que le flot pouvait s'épancher longtemps encore, je prétextai ma fatigue et me levai sans excès de politesse. Orlando m'imita précipitamment. Le vieillard, après un instant d'hésitation, me retint par le bras d'un geste timide. Orlando comprit que sa présence le gênait et me précéda dans le couloir. « Une convocation est arrivée pour toi ici. Le conseil de surveillance remet ton audition à après-demain, » me dit mon père d'une voix rapide. Il toussa d'un air embarrassé. Son regard fuyait le mien. Sa voix redevint tout à coup pressée et bafouillante. « Je voulais te dire, Aldo, puisque tu auras sans doute l'occasion de voir là-bas mon vieil ami Danielo, un ami de 30 ans, mais nous nous sommes peu vus ces temps-ci, que je t'autorise de bon cœur, en y apportant les atténuations, la discrétion nécessaire, à lui faire part de notre conversation de ce soir. Et informe-le, je veux dire, rappelle-lui que tous les gens de cœur se serrent autour de la seigneurie. Enfin, je veux dire que je suis à la disposition de la ville dans ces circonstances sérieuses, sans être grave. » Il est obligé toujours de préciser ça pour relativiser. Mais pense-t-il vraiment que ce n'est pas grave? La nuance entre sérieux et grave, elle est quand même assez fine. Préoccupante, sans être grave, il le rajoute, il le redit. Rappelle-toi, la situation requiert courage, sang-froid, pondération et expérience et audace, lança-t-il après un temps. Je rejoignis Orlando dans le couloir. Il commence à baisser beaucoup, me glissa-t-il d'un ton neutre, mais tu peux constater que la girouette tourne encore debout au vent. En est-on là ? Dis-je en lui prenant le bras d'un geste de vieille habitude qui me réconforta, car cet affaissement sénile et foudroyant m'avait causé une gêne horrible. « Oui, dit Orlando, des temps nouveaux approchent pour Orsena. » Ça c'est non pas en italique cette fois, mais entre guillemets. Ton père entend par là, donc c'est ce que disait le père, une seconde carrière. Mais moi, je pense qu'il y a ici quelque chose qui est en train de sortir de ses rails. Veux-tu dire qu'on envisage des développements sérieux pour cette affaire ? Je sentis que mon cœur commençait à battre plus vite. Orlando s'arrêta une seconde et me regarda pensivement. La nuit était tout à fait tombée. Un vent paresseux froissait les arbres du jardin, des branches pleuvaient partout sur nous des gouttelettes lourdes. Sa voix courtoise et amicale gardait un accent de froideur, et je sentis qu'il hésitait à parler. Qu'on t'ait soufflé ou non ta conduite dans cette affaire, ce que je ne sais, reprit-il d'un ton posé, cette escarmouche est une vétille qui, en soi considérée froidement, ne peut mener loin. Je n'ai d'ailleurs aucune idée précise des intentions de la seigneurie, quoique, Dieu sait, personne ici ne se fasse faute de lui en prêter. Mais le climat est mauvais. Ce qui est curieux et assez inquiétant, reprit-il en baissant les yeux et en jouant avec la chaîne de sa montre, c'est justement combien il s'est trouvé peu de gens ici, aux premières nouvelles, pour considérer cette affaire froidement. Orsena s'ennuie beaucoup, je sais, dis-je en haussant les épaules sans conviction. Oui, c'est étrange à dire, les nouvelles ont été pour eux de bonnes nouvelles, dit Orlando d'un ton pensif. Sais-tu, me dit-il en s'efforçant de sourire, que du fond de ton amirauté tu es devenu le personnage à la mode. Ton père ne s'est pas mépris en se faisant recommander à son tour par toi à la seigneurie.
Il me semble, dis-je avec ironie, qu'autrefois tu n'accordais pas tant d'importance aux opinions de la rue. Je crois me souvenir de tes théories, les cloisons étanches, la conscience plus subtile réfugiée dans les sommets. Ce sont eux justement qui m'inquiètent, reprit Orlando préoccupé. D'ordinaire, ils filtrent bien des bruits sur ce qui se passe à la seigneurie, et je me trouve mieux placé que d'autres pour les recueillir. Avouons-le, les secrets d'État avaient pris chez nous un caractère passablement anodin. Tu sais, comme nous nous en moquions à l'Académie. Tout cela a bien changé. Il s'est fait depuis quelque temps une espèce d'isolement, de retrait. Ton père est profondément blessé. Tu l'as remarqué, de ne plus pouvoir approcher le vieux Daniello. Évidemment, dans les temps plus durs, les pouvoirs ont tendance à se tenir les coudes entre eux. La rumeur de la rue, on s'en éloigne tout en n'en ayant peur. Je le verrai après-demain. Orlando me dévisagea pensivement. Dieu sait que je pense ne pas concéder plus qu'il ne faut à l'importance. Et pourtant je t'envie de le faire. Et plus d'un ici t'envierait aussi. Orlando retourné à la vénération pour les idoles ? Ce n'est pas cela exactement, dit Orlando en fronçant le sourcil. Les plaisanteries vont leur train, mais le sens n'est plus le même. Il y a des jours où on plaisante dans la conscience de sa force et des jours où on plaisante pour se rassurer dans le noir. Je parlais de l'importance. Peut-être est-on en train de rapprendre ici ce que c'est au juste que le pouvoir. Orlando s'arrêta et me posa la main sur l'épaule. Je compris que nous allions nous quitter là. Regarde bien autour de toi, puisque tu es pour quelques jours dans la ville. Rien n'a changé, et pourtant on dirait que l'éclairage n'est plus le même. Toujours ces changements très subtils, mais une fois qu'on les voit, on ne voit plus que ça. Il y a une lumière jamais vue qui se pose à certains sommets, comme à la pointe des paratonnerres quand l'orage approche. On dirait que la terre tout entière concentre tout ce qu'il y a de volatile dans ses énergies pour que l'éclair puisse jaillir. Les hommes et les choses sont restés les mêmes, et pourtant tout est changé. Regarde bien. Je passais en ville presque toutes les journées du lendemain et du surlendemain. La nouvelle de mon retour s'était répandue très vite. Mes amis me réclamaient, je me trouvais même, à ma surprise, invité dans des camps, ou dans des clans même, traditionnellement fermés à ma famille. Mais on eût dit qu'Orsena, ou qu'à Orsena, certains interdits sociaux étaient en train de perdre une partie de leur rigueur. La curiosité de tous s'était braquée sur mon expédition lointaine. Je parlais peu, me réfugiant derrière le prétexte du rapport que je devais d'abord à la seigneurie. Il se faisait d'ordinaire à mon entrée dans les salons un brusque silence, et à l'air d'excitation que je pouvais lire sur les visages, il me semblait que ces ondes de petites morts y passaient bienvenues comme un vent frais, et que je quittais mes hôtes inexplicablement calmés. Parfois, à m'écouter, je surprenais sur les visages une expression jamais vue. On eût dit ces prunelles tendues par l'effort d'une accommodation inusitée, braquées sur un point si éloigné de leur champ d'observation normal que, comme dans l'extrême fatigue, il leur prêtait une expression désarmée et inhabituelle d'absence. Les femmes, surtout, s'y abandonnaient sans retenue. À suivre l'étincellement de leurs yeux magnétisés au fil de mon récit et le ressentiment contre moi qui se lisait dans ceux des hommes,
Je comprenais qu'il y a dans la femme une réserve plus grande d'émotions et d'effervescence disponibles à laquelle la vie banale n'ouvre pas d'issue et que libère les seules résolutions profondes qui changent les cœurs, celles qui, pour venir vraiment au monde, semblent avoir besoin de baigner longuement dans la chaleur aveugle d'une accouchée. Ainsi, l'aura qui cerne les hautes naissances historiques se lit-elle pour nous d'abord dans les prunelles prédestinées des femmes. Je comprenais maintenant pourquoi Vanessa m'avait été donnée comme un guide et pourquoi, une fois entrée dans son ombre, la partie claire de mon esprit m'avait été de si peu de prix. Elle était du sexe qui pèse de tout son poids sur les portes d'angoisse, du sexe mystérieusement docile et consentant d'avance à ce qui s'annonce au-delà de la catastrophe et de la nuit. J'étais frappé de constater au hasard des conversations surprises çà et là quelle très faible part de réflexion critique s'appliquait à ce qu'on connaissait, très inexactement et très imparfaitement. La version répandue par les soins de Vanessa avait fait son œuvre. Des incidents de la mer des Syrtes, et combien peu, à mon soulagement plus encore qu'à ma surprise, on se préoccupait d'en répartir impartialement les responsabilités. La rumination minutieuse et tatillonne des préséances et des mérites passés avait fait jusque-là chez nous le fond commun des méditations politiques. C'est évidemment, quand il ne se passe pas grand-chose, que le fond commun de la politique, c'est les préséances et les mérites passés. Chacun écrasé par la pesée presque matériellement sentie d'une série de siècles consacrés à l'accumulation d'une masse inégalée de richesses et d'expérience, s'y considérait, s'y conduisait plus ou moins instinctivement comme un légataire. La familiarité, ressentie de façon plus vivante qu'ailleurs, et presque la connivence avec une longue lignée d'ancêtres, en pétrifiant le regard à toute variation spontanée, frappait de caducité tout raisonnement que n'engrossait pas la considération de cette durée immuable et fertile, dont l'accroissement semblait seul donner à chacun son véritable poids. Tous les partis à Orsena, sans exception, étaient des partis des droits historiques. D'être resté absent si longtemps, j'étais frappé davantage de ce que la perspective actuelle présentait d'insidieusement différent. Le moment était au crédit ouvert plutôt qu'au minutieux règlement de compte. Des figures nouvelles et parfois inquiétantes de hardis parleurs se montraient dans les cercles les plus fermés de la ville, auxquels personne ne semblait plus se soucier de réclamer un passeport mondain. Et il était presque alarmant de voir quelle créance il rencontrait en divulguant et en discutant sans gêne les résolutions, grossièrement inexactes, qu'il prêtait à la seigneurie, pourvu qu'elles fussent de nature à frapper l'imagination. Un besoin d'inouï semblait s'être emparé des cervelles, qui donnaient dans cette capitale sceptique et vieillie comme une résonance plus sèche et plus dépouillée à la haute marée émotive qui submergeait Maremma. On eût dit que chacun jouissait, comme quand on pénètre dans l'air de la haute montagne, de se sentir les coudes plus libres et l'imagination plus alertée qu'il ne l'avait cru. Et la dernière chose dont on se fut avisé de s'enquérir à propos des nouvelles fantastiques qui parcouraient la ville, presque d'heure en heure, était leur origine. La rapidité instantanée de leur transmission par des centaines de bouches leur donnait à elles seules comme une consistance solide qu'on ne s'avisait pas d'éprouver. On eût dit qu'elles prenaient de minute en minute comme la glace d'un étang sur laquelle on peut marcher, et il était de fait qu'elles témoignaient d'un changement insolite de température. Là, on a une description assez fantastique de ce qu'est la rumeur, qui se consolide. La glace d'un étang sur laquelle on peut marcher, mais attention, il
faut pas non plus que la glace craque. L'esprit intoxiqué réclamait à Orsena, comme l'air qu'on respire, sa dose habituelle de changement journalier. L'absence de ce changement l'eût laissé dans un état de besoin qui ne risquait guère d'aller jusqu'à l'angoisse, car les pourvoyeurs de drogue ne manquaient pas. On les trouvait tout particulièrement, ce qui ne pouvait me surprendre, dans l'entourage du vieil Aldobrandi, dont la situation mondaine était alors parvenue à un sommet. Personne ne se souvenait plus de son exil et de son encombrant passé d'intrigue. Dans cette société qui se réaménageait ses amarres coupées, comme sur un paquebot qui lève l'ancre, une attente et un crédit sans mesure se concentraient sur ceux-là seuls dont on espérait qu'ils animeraient la traversée. Et le passé trouble et taré de cette écumeur de mer suspecte lui prêtait soudain plus de prestige qu'aux notabilités assises. Et le prestige ou l'importance d'Aldo lui-même, évidemment, est à la même cause ici que celle de Aldobrandi. Évidemment, c'est la famille de Vanessa. Donc, plus de prestige qu'aux notabilités assises, à l'instant où chacun pressentait qu'il s'agissait enfin de plonger dans son élément. Ce mot « enfin » résume quasiment tout le mouvement de ce livre. Enfin, mais un enfin qui n'arrive toujours pas tout à fait. Enfin. Si je continue en retrouvant ma ligne dans ce passage qui est très dense, il y a vraiment un seul paragraphe là depuis pas mal de temps, ce qui rend la lecture plus compliquée. Donc on nous parle ici de Aldobrandi. Je l'avais entrevu quelques minutes dans le salon de la mère d'Orlando, où je faisais une courte visite, et son aspect m'avait frappé, comme celui d'un homme que porte non pas la bouffée de vent imbécile du succès, mais la conscience fébrile et urgente que son heure, au cadran où elle est d'avance marquée, tout à coup arrive. Il paraissait extraordinairement rajeuni, sa main passait par saccades sur sa courte barbe noire. L'œil étincelant de loup sombre avait, dans la discussion, la vivacité d'action et la mobilité sèche d'un escrimeur. Il parlait par courtes phrases, décoché à la volée, abruptement et négligemment, en homme maintenant habitué à ce qu'on ramasse ses miettes. Autour de lui, sans cesse, des gens entraient et sortaient, pour lesquels parfois il crayonnait sans s'interrompre quelques mots sur un billet. Entouré d'une ébauche de petites cours obséquieuses, une silhouette se levait et semblait fleurir comme par magie au bout de chacun de ses gestes d'appel, comme si son envergure se fût brusquement allongée. Et on eût dit que la ville autour de lui se serrait, se rapetissait comme si, par-delà les murs, avec chacun de ses points vivants, il fût resté immédiatement et directement en contact. Sa mimique et ses propos paraissaient singuliers, en ceci qu'il semblait se référer à un ordre de considération et de mépris, d'espérance et de crainte entièrement étranger à celui qu'Orsena admettait communément. Son regard seul et l'inflexion de sa voix faisaient du neuf. Ainsi, dans l'œil d'un barbare des armées du Bas-Empire, devait se trier à partir de la glèbe immuable et vieillie un paysage plus jeune et encore insoupçonné de tous. Les villes qu'on raserait, les villes qu'on raserait, les cultures retournées au pacage et les terres où camperait sa tribu. Un nouveau clivage social prenait vie sous son regard. Il ressemblait à la fois à un mystagogue, au chef d'une troupe en opération, et à un coulissier. C'était là la faune qui, maison par maison, colonisait maintenant dans la ville les quartiers les plus sourcilleux.
plus proche qu'on se trouvait être à Orsena du centre, apparent de la puissance, on s'y préoccupait moins qu'à Maremma du Farguestan. Le point qu'on discutait passionnément, c'était de savoir si la seigneurie entreprendrait une démonstration militaire ou si la politique traditionnelle prévaudrait, et si on saisirait l'incident ou si l'on saisirait de l'incident comme d'un moyen de reprendre le contact et de fermer une vieille querelle. C'est cette espèce d'empire du milieu qui était la forme sous laquelle la ville en était venue à se représenter à elle-même derrière l'isolement de sa muraille de désert. La pensée semblait ne pouvoir venir à quiconque que l'adversaire jugeât et décidât de façon autonome, indépendamment des desseins que pouvait former la ville, qui depuis bien longtemps n'en avait plus aucun. Ainsi, au sortir de l'atmosphère de crainte panique qu'on respirait à Maremma, les esprits semblaient, ici, par contraste, se mouvoir dans une sécurité irréelle et presque délirante. Le pli que leur imprimait la familiarité de la ville intacte et vermoulue faisait que pour tous, le signe gardait autorité, survivait à la chose signifiée. On voit bien le signe, ce mystagogue, je ne sais pas exactement ce qu'est un mystagogue, mais une sorte de prophète peut-être, enfin, tout d'un coup, le signe, voire l'augure avant, hein, le père parlait comme un augure. Donc le signe gardait autorité, survivait à la chose signifiée. Les raisonnements que je surprenais autour de moi me semblaient tirer leur vertu apparemment convaincante d'une espèce particulière d'algèbre dont j'avais perdu la clé. Derrière des mots familiers à mon oreille, je poursuivais sans cesse la trace d'une inconnue, dont l'assentiment, l'inconnu est ici en italique, on est dans une inconnue en algèbre, hein. Donc on a un X qu'on ne parvient pas à identifier, dont l'assentiment commun m'imposait malgré moi l'idée tellement énorme était par exemple l'écart entre la flotte des Syrtes, dont je sentais le poids intact gonfler l'importance des bouches trop assurées, et les pinasses envasées qui pourrissaient dans notre port. Entre l'épithète négligemment lancée de « sauvage », qu'il s'agissait de ramener à la raison, et la silhouette inquiétante, ironique et trop sûre d'elle, qui m'avait rendu visite au milieu de la nuit. Pour lever la fièvre d'agitation qui s'était emparée de la ville, ne trouvait pas de point d'appui extérieur, les imaginations atrophiées n'en concevaient pas, et ce qui transparaissait d'enfantin dans cette excitation de salon venait de ce qu'Orsena avait l'air de se faire peur à elle-même, de ne concevant pas d'autre moyen de se désennuyer, toujours cette idée-là. Dans ces longues phrases, je me suis un peu perdu, je ne comprenais plus la structure de la phrase en la lisant, là, il y a aussi une sorte de, là tout d'un coup, d'expansion de ces phrases qui vient montrer la déstabilisation peut-être de ce lieu si apparemment solide. L'éventualité d'une expédition ou d'une guerre était agitée d'autant plus complaisamment qu'elle n'entraînait dans presque tous les esprits qu'une représentation abstraite et sans couleur, et même vaguement fantastique. L'image du point d'Orsena, longtemps si vigoureusement assénée, crevant les brouillards cotonneux qui n'avaient cessé de s'épaissir à ses frontières, ses fenêtres. Les frontières sont bien plus que des fenêtres, évidemment, ne trouvait plus d'œil pour la recueillir et la faire vivre. Au contraire, les incidences de l'affaire sur le plan intérieur étaient partout supputées et grossies de la manière la plus passionnée. La possibilité agitée d'une crise extérieure grave, en réalité, on la pensait presque exclusivement comme la promesse d'une mutation de personnel. Ainsi,
On voit un centenaire fléchissant, oubliant qu'il a maille à partir avec le rythme même de la planète, concentrer soudain une attention burlesque sur le prospectus d'une nouvelle cure hépatique. Ainsi, un empire croulant, déjà aux 3/4 envahi, réagit, les États croyant toujours qu'il meurt debout, à sa foncière impuissance d'être par une pétulante crise ministérielle. Et ça, on en voit quand même beaucoup à l'heure actuelle, au moment où je lis ceci, des crises ministérielles, on en voit. Cela signifie-t-il que ces endroits où il y a des crises ministérielles sont des empires croulants? Peut-être. Bref, je retrouvais à Orsena un peuple que rien n'avait jamais disposé à penser tragiquement. Placé devant un problème si éloigné de son optique habituelle, et où l'inconnu l'emportait sur les données, Orsena réagissait avec la myopie entêtée de l'extrême décrépitude. Comme un vieillard, à mesure qu'il avance en âge, réussit de mieux en mieux à mettre entre parenthèses des préoccupations aussi imminentes et aussi considérables que celles de la mort ou de l'éternité, et place son point d'honneur à se mouvoir encore comme une personne naturelle, la ville, ne soupçonnant pas qu'elle s'était mise d'elle-même entre parenthèses, et depuis longtemps ne songeait même pas à se demander quel mauvais vent venu d'au-delà des déserts s'était levé, et pourquoi ses doigts tremblaient en reprenant ces cartes trop connues, toujours les mêmes, celles ou qu'elle avait brassées jusqu'à l'écœurement dans la certitude béate qui était la sienne, que tout ce qui la concernerait jamais y était commodément figuré et pouvait s'y lire. Comme la longue et savante pratique d'un jeu, en brisant de plus en plus l'esprit à ses règles, le persuade inconsciemment que leur rigidité ne sera plus jamais remise en question. Là, je pense soudain au jeu des perles de verre de Hermann Hesse, si je me trompe pas d'auteur, où toute la société est basée sur un jeu. Pour cela seul qu'il leur a trop sacrifié donc à ce jeu, et qu'elles existent réellement, puisqu'elles ont pu le gauchir à la manière d'un arbre ou d'une pierre, les combinaisons à Orsena pouvaient changer. L'idée de changer les règles qui présidaient n'était depuis longtemps plus concevable. Et ça, c'est un problème encore d'actualité. Changer les règles du jeu dans les empires croulants, dans les États qui ne fonctionnent pas bien, c'est beaucoup plus difficile que de continuer à jouer malgré tout alors qu'on sait qu'on perd. Il eût fallu qu'on comprît encore que c'était seulement de règles qu'il s'agissait. Mais si, quittant les salons et leurs conversations de parade, tout empêtré dans le déguisement mondain et flânant au hasard des rues, je cherchais à m'emplir les poumons, à m'imprégner de l'air nouveau qu'on y respirait, je sentais qu'à Orsena, la partie claire des idées, la seule encore reçue, avait cessé d'être la plus significative, et que la vie de tous les jours y balbutiait déjà une langue dont ne rendait compte aucun lexique. Dans cette cité des terres chaudes, la vie du dehors, peut-être par un reflet de l'antique discipline militaire qui l'avait grandi, avait toujours conservé un caractère marqué d'austérité et de froideur. La couleur généralement sombre et la sobriété des vêtements, la réserve hautaine des femmes, la répugnance à lier conversation au dehors ou à se mêler à un attroupement de rue, faisaient depuis longtemps passer Orsena aux yeux des populations exubérantes du Sud, frappées de cette dignité distante pour le cœur glacé de la seigneurie. Plus qu'en aucune capitale, on y percevait presque des yeux la proximité invétérée d'un grand pouvoir, dont chacun, citoyen plus encore qu'habitant, eût tenu à faire respecter en lui une parcelle. Or, à ma surprise,
La vue maintenant à Orsena s'animait. Il semblait qu'elle attirât plus que d'habitude. Des gens maintenant s'y interpellaient sans se connaître, et pour peu qu'une voix haussât le ton d'une manière insolite, une aimantation semblait se faire dans le désordre indifférent des allées et venues. Les silhouettes noires s'agglutinaient, tendant l'oreille, comme si par cette bouche ils eussent espéré surprendre une voix venue de plus loin, un murmure d'oracle, ou peut-être une issue ouverte qu'ils ne savaient dire et qui les eût obscurément délivrés. Le groupe se défaisait aussitôt et les visages qui s'éloignaient prenaient une expression fermée et déçue. Pour un regard plongeant directement dans les rues du soir, le mouvement des petits points noirs qui y fourmillaient eût évoqué maintenant non plus le bombillement éparpillé et incohérent des insectes dans le crépuscule, mais plutôt une limaille fine, peignée et retournant sans cesse par le passage d'invisibles aimants. À l'heure plus lourdement chargée de destin qui approchait, on eût dit parfois que de grandes lignes de force, inscrites dans le sol d'Orsena par son histoire, se rechargeaient d'une électricité active, retrouvaient le pouvoir d'ordonner ces ombres longtemps si détachées, et maintenant attentives malgré elles à un murmure venu de plus loin que la zone des idées reçues. C'est ainsi que la haute ville qui avait été le noyau primitif d'Orsena, serrée sur une colline abrupte au milieu des marécages autour de la cathédrale Saint-Jude et du sévère palais féodal du conseil de surveillance, voyait maintenant à nouveau sourdre le soir dans ses ruelles tortueuses. La foule qui depuis longtemps l'avait abandonnée pour les quartiers plus spacieux et plus actifs des marais où s'était transporté le haut négoce. Mystérieusement innervé encore après des siècles de léthargie, on eût dit qu'après les heures de travail, le cœur réactivé de la ville se remettait à battre. De ces sombres ruelles aux façades aveugles et sonores, le menu peuple des faubourgs qui venait y battre jusque tard dans la soirée faisait une bourse aux nouvelles, une place d'armes et un théâtre ouvert aux orateurs de plein vent. Les cris de guerre et les provocations chauvines partaient des carrefours et des porches mêmes où les bannières levées des corporations avaient donné autrefois le signal des émeutes. Et les bouches ouvertes dans le cri paraissaient soudain pleines d'ombre, tant on eût dit parfois qu'à travers elles, tout le noir passé, enfui dans les tombes de la ville, se dégorgeait. Comme à l'ombre des sanctuaires se blottissaient les mauvais lieux, le vieil Aldobrandi avait là son repère, sa maison de ville pour laquelle il avait quitté le palais ombrageux du Borgo, et une qualité particulière dans la fermentation de cette foule imprégnée. On trahissait l'approche au hasard des ruelles. Là, les propos se faisaient plus brutaux, les bouches plus péremptoires. De là partaient la plupart des mots d'ordre que commentaient les orateurs des carrefours. Les rixes n'y étaient pas rares. On disait aussi qu'à la nuit tombée, des arguments moins relevés étaient mis en ligne et que l'argent et le vin se distribuaient à flot. Mais c'était pour moi un signe troublant que la police négligea obstinément dans ses rondes de s'aventurer aux abords du palais. Là se créait déjà, comme chaque fois que l'autorité se relâche, par un jeu complexe de l'appréhension, du calcul et de l'inertie, à nouveau cette inertie, une espèce de concession, de zone franche où la pègre affluait d'instinct et dilatait d'elle-même les bords qui faisaient tache d'huile, comme dans une toile usée qui par place, dès qu'on la distend, révèle les endroits où elle se déchirera à une trame plus claire, apparaissant à Orsena sans que personne voulût en convenir, des îlots déjà presque insoumis. Le jour y tonnait contre la falaise avérée de la seigneurie devant les provocations, la nuit, et en volant,
Et la nuit, on la démontrait en fractuant les échoppes vides et en volant les montres. Ni l'une ni l'autre, des preuves administrées, ne manquaient tout à fait d'efficacité. Et je vais m'arrêter là, au cœur de cette ville qui vibre, avant le dernier moment où vraiment on ira, je l'espère, jusqu'aux instances secrètes de cette ville d'Orsena. Au revoir et à bientôt.